Oui, alors, concernant les scénarios, il s'avère que j'étais le président du conseil scientifique de l'ADEME en 2017, lorsqu'ils ont sorti ce qu'ils appelaient un scénario, et vous allez voir que ce n'en est pas un, qui était 100% d'énergie renouvelable pour 2050, qui a fait un peu parler dans la presse, ça a été énormément débattu, etc. Comme j'étais président du conseil scientifique et qu'on n'avait pas vu l'étude passer au conseil scientifique, j'ai demandé à ce que l'étude se passe au conseil scientifique. Et là, je me suis aperçu qu'en fait, l'art de fabriquer des scénarios, c'est quand même l'art de transformer les contraintes en hypothèses. C'est-à-dire que toute l'astuce, c'est quand vous avez une contrainte, vous faites une hypothèse qui permet de contourner la contrainte, et donc, du coup, comme c'est une hypothèse, vous construisez votre scénario sur des hypothèses qui ne tiennent pas compte des contraintes. Et c'était exactement le cas. D'ailleurs, si vous relisez, le président de l'ADEME de l'époque a du coup fait une introduction pour bien expliquer que ce n'était pas un scénario, que c'était une construction de l'esprit, parce qu'une des hypothèses qu'ils avaient faites, qui était de relever une contrainte importante, c'était de dire qu'ils ont construit comme s'il n'y avait rien avant qu'ils arrivent. Autrement dit, on a construit la production électrique comme si on ne tenait pas compte de ce qui était installé en termes de CAPEX, etc. Et donc on pouvait construire quelque chose sur une feuille blanche, en dehors du fait qu'il y avait d'autres hypothèses qui n'étaient pas très réalistes dans le problème. Voilà. Donc tout ça pour dire que je suis assez d'accord avec l'analyse de Marc. Tous ces scénarios, en dehors du fait que beaucoup, même avec ces hypothèses, sont pas très réalistes, posent un certain nombre de problèmes de réalité, du principe de réalité. Voilà. Bon, enfin, je ne suis pas là pour vous parler de ça. Je suis là pour vous parler d'habitat. Et donc, je vais commencer par des photos que je vais faire défiler sur l'habitat du futur. Alors après, vous pouvez choisir l'habitat que vous préférez. Il y en a un certain nombre. Alors, il y en a qui sont construits. Ça, c'est à Berlin. Voilà, des superbes... Voilà, ça, évidemment, Saint-Gobain aime bien cette maison, mais il ne faut pas avoir trop de voisins. Moyennant quoi, ça fonctionne assez bien. Voilà, des choses un peu bizarres. Hein, vous trouvez je vous laisse deviner le pays où on a construit ça. Voilà, des choses plus bizarres les unes que les autres. Mais vous voyez qu'on peut rêver avec l'habitat du futur. Il y a, pas loin d'ici, hein, musée LVMH. Alors avec sa version buréniste, qui n'a duré qu'un temps, et plutôt heureusement de mon point de vue. Voilà, mais vous savez, voilà, vous pouvez même trouver des choses dans des dunes de sable, dans des endroits improbables. Voilà, et à la fin de ma présentation, je vais vous parler un peu d'un habitat un peu plus rustique, et vous verrez qu'il y a quand même un certain point commun entre l'habitat du futur et l'habitat du passé. Voilà, et je vais essayer de vous faire ce lien-là à la fin, en particulier avec un habitat que j'adore, qui est l'igloo, qui est l'habitat durable et l'habitat passif par excellence. On ne met pas d'apport d'électricité, de chauffage à l'intérieur d'un igloo pour des raisons un peu évidentes. Voilà. Et donc, je l'aime bien. Voilà. Alors, la question que je vais me poser, c'est pourquoi faut-il innover dans l'habitat? Et donc, je vais essayer de passer... Alors, je vais passer assez rapidement, parce que je pense que vous avez vu ces parties-là, mais enfin, quand même, il y a des points importants. Le point important, c'est la forte croissance de la population sur la planète, qui demande de plus en plus de ressources naturelles et de prélèvements sur les ressources, et c'est un enjeu important. Alors, dans le cas de l'habitat, ce graphe est important, c'est les prévisions démographiques. Alors, comme vous le savez, les prévisions démographiques, c'est quelque chose qui est relativement sûr. C'est quelque chose que l'on sait faire assez bien. Et donc, si on prend 2010 comme base, vous avez environ 7 milliards d'habitants sur la planète, dont 54%, un peu plus de la moitié, vivent en zone urbaine, et puis 46% en zone rurale. Et ce qui est intéressant, c'est que cette prévision, qui nous amène à 2050, c'est d'être pas loin de 10 milliards d'habitants sur la planète, dont 66% sera en zone urbaine. Vous savez qu'il y a un passage régulier, en fonction du développement économique, des zones rurales vers les zones urbaines. Ça s'est produit en Europe à peu près au milieu du siècle dernier. Ça s'est produit en Asie, c'est en train de se produire en Asie, et ça se produira en Afrique, même si c'est déjà en cours depuis un moment. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez le nombre de populations en zone urbaine qui va augmenter entre maintenant et 2050, vous voyez pratiquement qu'on va construire autant de villes d'ici 2050 que ce qui existe déjà sur la planète en tant que ville aujourd'hui. Il faut se rendre compte que
on a un besoin de construction urbaine, alors pas en Europe, bien sûr, pas aux États-Unis réellement, mais en Asie et en Afrique, qui correspond à faire autant d'habitats en ville dans les 30 à 40 ans qui viennent, enfin plutôt dans les 30 ans qui viennent, ou 25 ans qui viennent, que ce qui a déjà été construit sur l'ensemble de la planète dans des villes. Donc vous voyez le défi dans lequel, alors effectivement, plutôt l'Asie et l'Afrique, pour accommoder l'énorme augmentation de population que l'on va avoir dans ces pays-là. Alors c'est important parce que ça montre que le monde de l'habitat, le monde de la construction de bâtiments, en fait, se divise en deux. Il y a les pays anciens, les vieux pays, où il y a un vrai problème de rénovation, je vais y revenir, et puis les pays en développement, où là, la problématique, c'est la construction neuve. Donc c'est très différent selon qu'on habite en Europe ou aux États-Unis, ou en Asie, ou en Afrique. Voilà, alors ça c'est juste pour vous illustrer, ça c'est le métro de Shanghai en 2014, puis le métro de Shanghai quelques années avant. Voilà, vous voyez que ça illustre assez bien, pour les gens qui ont eu la chance d'aller à Shanghai, c'est assez impressionnant, en particulier qu'ils ont allé avant les années 2000 et juste après, c'est assez impressionnant ce qui s'est passé. Bon, ça vous l'avez vu, c'est l'augmentation de l'énergie mondiale, énorme augmentation liée à l'augmentation de population, les problèmes environnementaux, et puis les différents scénarios du GIEC, qui vous dit ce qu'on attend, mais ça, vous l'avez vu et revu. Alors, j'aime bien cette slide parce que, mais je suis sûr que vous l'avez déjà vu, la question, c'est qu'est-ce que c'est que quelques degrés de plus pour le climat? Et évidemment, si on confère avec ce qu'on vit entre le jour et la nuit ou entre l'été et l'hiver, où il y a des différences de température qui peuvent aller jusqu'à 20, 30, 40 degrés, on peut se dire 2-3 degrés de plus. Alors, pour ça, on a le passé qui nous dit ce que c'est, d'un point de vue climatique, que 2-3 degrés de plus. Vous avez ici l'Europe telle qu'elle est actuellement, où la température moyenne est ce qu'elle est, et puis l'Europe il y a 20 000 ans, où la température moyenne était 5 degrés en dessous de la température actuelle, et vous voyez qu'en particulier la position des glaces est extrêmement différente. La grande partie de l'Europe du Nord était sous la glace, avec des quantités de plusieurs kilomètres de glace au-dessus, au niveau de la Suède par exemple, et puis les Alpes prenaient une grande partie de la France, et l'Angleterre était complètement sous la glace. Donc vous voyez que, d'un point de vue climatique, quelques degrés de plus ou de moins changent complètement la configuration des pays, ce qui n'est évidemment pas le cas de la météo, mais je pense que vous avez tous ça en tête. Alors, donc on est dans une situation où, comme Marc vous l'a fort bien expliqué, il faut réfléchir au futur, parce que le futur est déjà lancé par nos consommations et nos émissions de CO2 passées, et que nous sommes dans une période de réchauffement assez vite et assez fort de la planète qui pose des problèmes. Alors pourquoi l'habitat? Alors c'est un peu le point que Marc voulait que je traite. Quel est le rôle de l'habitat? Alors l'habitat a une très grande responsabilité dans l'ensemble, parce qu'il fait, ça c'est les chiffres pour l'Europe, environ 42% de l'utilisation énergétique, c'est pour chauffer ou refroidir nos bâtiments, en Europe. Alors, ce n'est pas le cas, évidemment, dans d'autres climats, mais en Europe et aux États-Unis, c'est à peu près pareil. En France, c'est 46 à 47%, c'est plus. On est sur la plus grande partie de la consommation énergétique d'un pays en Europe et aux États-Unis, c'est chauffer et refroidir nos bâtiments. Près de la moitié de l'énergie sert à ça. Donc, c'est effectivement un point important. C'est pour ça que dans les scénarios que tu donnes, j'y vais tout de suite, je réponds à la question que tu t'es posée. Pourquoi est-ce que dans les scénarios, la partie consommation d'énergie dans les bâtiments n'augmente pas beaucoup, bien que le nombre de bâtiments devrait augmenter? Eh bien, c'est parce qu'on suppose qu'on sera capable de maîtriser cette énorme perte en énergie que nous avons dans les bâtiments et quantité d'énergie qu'on donne, et ça va être le propos de ma conférence. Alors, vous voyez, on est à peu près à un tiers, un tiers, un tiers. Bon, les tiers ne sont pas tous égaux, et il y a un gros tiers pour le bâtiment en termes de consommation énergétique. En termes d'émissions CO2 en France, c'est un peu moins, parce que nous avons une quantité assez importante de bâtiments qui sont chauffés à l'électrique. On est à 25-30% d'émissions de CO2, mais c'est quand même un tiers des émissions de CO2, c'est dans le bâtiment en France, et un peu plus dans d'autres pays, selon le mix électrique des bâtiments. Alors, ici, vous avez l'évolution des bâtiments neufs, et vous voyez qu'elle est extrêmement spectaculaire, puisque dans l'ancien, la partie chauffage représente... Alors, le terme énergétique que l'on utilise dans le monde du bâtiment, c'est des kilowattheures en énergie primaire par mètre carré et par an.
Autrement dit, on relie ça à la taille des bâtiments, ce qui est assez logique, et que, en gros, un bâtiment ancien est entre 400 ou 500 kWh par mètre carré par an, ce qui est beaucoup, et la grande partie est évidemment due au chauffage ou au refroidissement pour les bâtiments tertiaires, et un peu, bien sûr, sur l'électroménager, les ordinateurs, télévisions, machines à laver, etc., etc. Bon, le reste est relativement négligeable. Alors, il y a des réglementations thermiques qui sont arrivées dès les années 90-2000. Là, j'ai pris les plus récentes, la 2005. Vous voyez qu'essentiellement, l'effort porte sur le chauffage pour le bâtiment neuf. La réglementation thermique s'applique essentiellement au bâtiment neuf. Et on voit qu'on a pu diminuer quasiment d'un facteur 3 ou 4 la partie chauffage. La RT 2012, qui est la dernière qui est actuellement en jeu, permet de réduire la partie chauffage à environ de l'ordre de 50 kWh, un peu moins d'ailleurs, de 50 kWh par mètre carré par an. Et puis les bâtiments passifs qui nous viennent de l'Allemagne et des pays nordiques permettent encore de réduire un peu plus. Mais vous voyez qu'en termes de régulation thermique, on est quasiment sur une partie chauffage qui devient négligeable par rapport à la consommation des électroménagers, des appareils électroménagers. Et donc, dans le bâtiment neuf, on pourrait penser que le problème est réglé. On construit aujourd'hui des bâtiments neufs qui sont quasiment très peu consommateurs d'énergie par rapport, en tout cas, à l'ancien. Le problème qu'on a, c'est que dans les bâtiments neufs, ça ne correspond qu'à, en réel bâtiment nouveau, moins de 1% des bâtiments existants. Autrement dit, le renouvellement des bâtiments est extrêmement faible et qu'il faut plus de 100 ans pour renouveler un parc existant. Et on ne le renouvelle pas, comme je le dis souvent. Nous sommes dans une ville à Paris où si vous revenez dans 30 ans dans Paris, quelques-uns d'entre vous, pas beaucoup semble-t-il, seront là, mais profitez-en, et vous verrez que Paris n'aura pas beaucoup changé et on n'aura pas remplacé un grand nombre de bâtiments parisiens par d'autres. Donc en fait, on vit avec un stock de bâtiments existants en pays de l'Europe. Et c'est là la grosse différence entre les pays vieux, je mets dedans les États-Unis, et puis les pays neufs, comme la Chine ou les pays asiatiques et l'Asie et l'Afrique, c'est que, par rapport à ce que j'ai présenté au début, les deux objectifs sont très différents entre ce que nous avons à faire dans nos pays et ce que l'Asie et l'Afrique ont comme défi. Voilà. Donc on est capable donc le problème des bâtiments neufs est en partie réglé par les réglementations thermiques qui sont arrivées à peu près dans tous les pays développés, mais malheureusement, ça ne résout pas le problème parce que le stock de consommation, il se fait essentiellement sur les bâtiments anciens qui, eux, n'ont pas du tout, sont dans des conditions de consommation absolument déraisonnables. Voilà. Alors, si j'ai fait un petit calcul juste pour vous montrer, justement, dans les différents scénarios, le type d'économie qu'on peut faire au niveau énergétique, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le graphe de tout à l'heure, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement supposé qu'en termes de consommation énergétique, alors là c'est en TEP, hein, ce n'est pas en térawattheure, il faudrait faire la conversion, eh bien, si on faisait passer simplement tous les bâtiments anciens en bâtiments équivalent à RT 2005. Donc vous voyez, je ne prends pas du tout des bâtiments les plus récents, mais si on les faisait partir en termes de consommation énergétique, je reviens en termes de ce qui se passait au niveau RT 2005, voilà la quantité d'énergie que l'on économiserait dans les bâtiments. C'est le réservoir d'économie d'énergie que l'on peut faire dans les bâtiments, il est pratiquement aussi important que ce qu'on consomme dans le transport ou dans l'industrie. C'est pour ça que tous les pays européens ont bien compris que la façon la plus simple de faire cette baisse énergétique dont Marc a parlé, elle se situe dans le bâtiment, parce que transformer un bâtiment ancien en bâtiment nouveau par essentiellement de l'isolation, je vais en reparler, eh bien, c'est à la fois extrêmement efficace d'un point de vue économie d'énergie, et puis d'un point de vue croissance ou d'un point de vue vie, ben, c'est plutôt une amélioration du confort des habitants de ces bâtiments, et c'est plutôt du travail et de l'activité économique pour un certain nombre de secteurs. Donc c'est pour ça, il ne faut pas s'étonner qu'au niveau politique, tous les pays ont des programmes de rénovation des bâtiments anciens extrêmement importants. Le problème, c'est qu'on ne le fait pas. On le dit, mais on ne le fait pas.
Et on ne le fait pas dans une proportion assez importante. La France est d'ailleurs dans les premiers à ne pas le faire. On est toujours très bon élève quand on considère de ne pas faire le travail. Eh bien, la France est bien placée. Et tous les gouvernements, depuis maintenant 20 ans, ont des plans de rénovation énergétique de l'ordre de 500 000 habitats, ou appartements ou maisons, 500 000 par an. On est très, 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 très loin et relativement peu efficace dans les rénovations énergétiques. Alors après, on pourra en discuter dans les questions. Il y a des tas de raisons à ça. C'est un peu compliqué, comme chaque fois qu'on se pose ce genre de problème. Mais c'est juste pour que vous ayez en tête que dans les scénarios, effectivement, si on rénove l'habitat ancien, c'est très réaliste de dire que non seulement la partie habitat tertiaire et bâtiment tertiaire et habitat personnel peut ne pas augmenter, mais même doit diminuer compte tenu de l'énorme réservoir énergétique, alors soyons clairs, de gaspillage que nous avons dans ce monde-là. Voilà. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure, l'énorme différence entre les pays développés et les pays en développement. Dans les pays développés, 80% de la consommation vient des anciens habitants. Dans les pays en développement, c'est complètement différent. Il faut construire. Et ça va donner un avantage concurrentiel extrêmement fort aux pays asiatiques et en Afrique. C'est que dans 20 ans ou dans 30 ans, s'ils construisent des bâtiments qui sont beaucoup plus frugales en consommation énergétique, dans leur poids énergétique global, la partie bâtiment sera bien inférieure. Et comme elle est importante, ça sera un avantage important que de consommer moins d'énergie pour les bâtiments. Qui est du gaspillage pur et simple par rapport à produire dans l'industrie ou même le transport, même si aussi dans le transport il y a pas mal de gaspillage. Bon, alors la question, c'est comment économiser de l'énergie. Évidemment, la façon la plus simple, c'est d'isoler un bâtiment, c'est-à-dire de commencer à limiter les pertes énergétiques, qui est la raison principale de consommation énergétique, c'est les fuites thermiques d'un bâtiment, et c'est là-dessus que joue la réglementation thermique, et dans l'ancien, la rénovation énergétique. Alors, bon, puisqu'on est quand même dans un endroit scientifique, je vais vous parler un peu de matériaux qui permettent de le faire, des matériaux dits nouveaux. Alors, on a de plus en plus développé des super isolants, qui sont utilisés à titre de démonstration dans les bâtiments, mais relativement peu à titre industriel. Vous avez les aérogels de silice, qui sont par un effet physique qu'on appelle l'effet Knudsen. Alors, quelques mots de science. Il y a un phénomène en physique qui a été découvert et décrit par M. Knudsen, qui est très intéressant, c'est lorsque vous faites un matériau poreux, et que les pores deviennent relativement petits. Alors, petit veut dire quoi ? Petit, c'est de l'ordre de grandeur du libre parcours moyen du gaz. Alors vous savez que là, nous sommes dans une salle où il y a plein de gaz, donc des petites molécules, heureusement d'ailleurs, d'oxygène et d'azote pour la grande partie, qui passent leur temps à se taper les unes sur les autres et à remplir l'espace vide, soi-disant vide, mais qui n'est pas vide, dans lequel nous sommes. Et ces molécules, eh bien, entre deux chocs, elles font un libre parcours sans choc. C'est typiquement de l'ordre du micron. Elles bougent d'un micromètre, un peu moins, avant de rencontrer une autre de leurs congénères et donc d'avoir un choc et de repartir. C'est ce qui fait que le gaz remplit la salle. Eh bien, ce libre parcours moyen qui fait de l'ordre du micromètre, eh bien, lorsqu'on fait des pores qui sont en dessous, à ce moment-là, la conductivité thermique du gaz chute énormément et on peut faire des super isolants avec des matériaux très légers et des pores très petits. Voilà, c'est typiquement l'effet Knudsen où vous avez ici la conductivité thermique en fonction de la taille. Et vous voyez qu'ici, on est à peu près au niveau alors en nanomètres, donc dizaines de nanomètres, c'est le micron. Et vous voyez cette chute assez spectaculaire de la conductivité thermique. Alors ça permet de faire des matériaux très légers. Et si vous les mettez à la place des matériaux classiques, parce qu'un matériau classique, j'ai oublié de vous le dire, mais je pense que vous le savez, essentiellement un bon isolant, c'est de l'air immobile. C'est-à-dire c'est un matériau très léger qui emprisonne de l'air, mais cet air, il ne faut pas qu'il bouge parce que dès que vous avez 1 cm d'air et une différence de température suffisante, vous avez des problèmes de convection, l'air se met à bouger et vous perdez l'efficacité de l'isolant. Sinon, l'air est un très bon isolant, c'est même l'isolant le meilleur et le moins cher qu'on ait, c'est pour ça qu'il faut l'immobiliser dans un matériau léger, mais quand ce matériau a en plus des pores très petits, ça permet d'augmenter cette baisse de conductivité thermique de façon spectaculaire. C'est environ 30, l'air, vous voyez ici c'est 25, la valeur en unité que je ne vais pas préciser, c'est de l'ordre de 25
la conductivité thermique de l'air. Voilà. Et puis vous en avez un autre, c'est supprimer le gaz, donc faire ce qu'on appelle un isolant sous vide. Donc là, ça consiste aussi avec d'ailleurs de la silice très légère, et puis vous pompez le gaz et vous faites des isolants qui arrivent à de l'ordre de 5 ou 7 en termes d'unité de conductivité thermique. Et donc ce sont aussi des très bons, c'est utilisé dans tous les appareils, les frigidaires, ou les congélateurs, etc. C'est ce type d'isolant que l'on met, mais on peut aussi le mettre au niveau d'un habitat. C'est plus cher, mais ça marche très bien. Voilà, juste pour vous montrer les isolants classiques, l'ordre de grandeur dans cette unité, donc c'est en milliwatts par mètre et par Kelvin. Dans cette unité, vous avez la fibre de bois, la laine de verre, voilà, vous avez les polystyrènes expansés, et puis l'air immobile à 25, et puis vous avez voilà, les isolants sous vide qui sont très très nettement plus performants. Donc on sait faire des matériaux plus efficaces pour isoler. Alors en particulier, pourquoi je parle de ça? Parce que la problématique d'un isolant dans les centres-villes des pays européens, c'est-à-dire là où le mètre carré est très cher, vous ne pouvez pas rénover par l'extérieur parce que vous détruisez l'esthétique des bâtiments, eh bien, il faut des isolants très efficaces pour pouvoir isoler correctement avec quelques centimètres d'isolant, l'équivalent de ce que vous faites avec 25 ou 30 centimètres d'isolant plus classique, donc lié essentiellement à la conductivité de l'air. Alors, mon ordinateur s'est planté. Un grand classique des présentations. Alors, je vais essayer de le relancer. Excusez-moi pour cette disparition momentanée de l'image. On va reprendre ça tranquillement. C'est en train de s'ouvrir. Bon, j'espère que ça ne va pas nous arriver. Je reviens sur la slide où j'étais. J'espère que ça ne va pas nous arriver. Voilà. Hop. Et normalement, le miracle doit arriver. On doit se retrouver à peu près où on en était. Voilà. Donc, l'isolant sous vide, voilà l'exemple d'un produit que j'avais fait développer à Saint-Gobain. Alors, après, je peux vous raconter les déboires des directeurs de la recherche et de l'innovation de groupes industriels. Ce produit a été développé, mais il n'est plus en vente, bien qu'aujourd'hui, comme vous le savez, il y a une réglementation qui va changer complètement le panorama, qui est que les appartements ou les maisons qui vont être classés F ou G vont disparaître de la location, ce qui va complètement changer le panorama et va obliger les propriétaires à rénover. C'était un produit qui est parfaitement adapté pour faire ce type de rénovation. Mais malheureusement, une fois que je suis parti, ils ont arrêté de le vendre. Voilà. En fait, ils n'ont jamais vraiment... L'entreprise qui faisait ça, soyons honnêtes, n'a jamais réussi à vendre ce produit parce que ça ne se vend pas comme les produits d'habitude, parce que c'est relativement plus cher. Mais bon, c'est un autre sujet. Alors, il y a aussi les vitrages, ou le vitrage. Ça, c'est un point important parce qu'une partie de l'énergie passe à travers le vitrage sous forme de rayonnement infrarouge. Alors, le vitrage, vous savez qu'il y a une première évolution qui a été faite, qui est déjà très bonne, c'est de mettre du double vitrage avec 1 cm entre deux vitres. Alors, pas 3 cm, hein. 3 cm pour la raison que je vous ai expliquée tout à l'heure de la convection, ça ne serait pas bon du tout. Hein. Il faut s'arrêter à 1 cm parce que quand il y a 20 à 25 degrés d'écart, eh bien, la convection, c'est à peu près de l'air, c'est à peu près 1 cm pour déclencher les rouleaux de convection. Donc il faut s'arrêter à 1 cm entre deux. Et le passage de simple vitrage à double vitrage a déjà été une amélioration importante. Et puis il y a ce qui s'est développé assez récemment, il y a une vingtaine d'années, des vitrages à couches où vous avez plusieurs couches. Alors vous fabriquez ici en fait un interféromètre. Je crois que j'ai un petit schéma. Voilà, je vais vous décrire comment ça marche. Alors c'est un véritable interféromètre. Un vitrage à couches, c'est un interféromètre. Voilà, vous avez ici un vitrage et ici vous avez la courbe de réflexion. Donc vous envoyez, vous regardez ce qui passe à travers et ce qui reste. Donc vous n'avez presque rien qui est renvoyé. Tout passe à travers. Vous avez une courbe de réflexion qui est proche de 0 et très plate. Et puis si vous mettez une première couche, qui est en fait une couche d'argent, vous voyez le spectre que ça donne. Donc vous coupez une partie du rayonnement. Donc il y a une partie réfléchie, ça fait un peu miroir qui repart dans l'autre sens. Et vous mettez une deuxième couche et une troisième. Et ce que vous voyez, c'est que vous fabriquez, donc on va prendre la couche en bleu marine, vous fabriquez ici une fenêtre où vous laissez passer le visible, mais vous empêchez de passer
vous réfléchissez en quelque sorte, ça c'est la quantité de lumière réfléchie hein, que vous avez, ou l'autre sens en bleu ciel, la quantité de lumière qui passe, c'est plus simple à lire. Donc vous voyez que vous laissez passer 90% de la lumière quasiment, et puis vous coupez la lumière avant et après la fenêtre qui permet de voir, c'est-à-dire la fenêtre de rayonnement électromagnétique visible. Voilà. Donc ça, c'est vous fabriquez un interféromètre, en fait, et vous laissez passer, par un système de filtre bas et de filtre haut, vous laissez passer juste la fenêtre qui correspond à la lumière visible. Vous voyez que c'est quand même assez sophistiqué, mais on en fabrique des millions de kilomètres carrés chaque année dans le monde, et ces couches permettent de contrôler ce rayonnement électromagnétique en laissant passer juste la lumière visible, mais ni les UV ni les infrarouges. Voilà, donc ça c'est l'idée, c'est l'explication, hein, vous êtes à l'intérieur, la chaleur, les rayonnements infrarouges qui correspondent à la chaleur sont réfléchis vers l'intérieur, donc vous êtes réchauffé par le vitrage, par la température intérieure, et puis l'extérieur eh bien, est renvoyé à l'extérieur, ce qui vous permet d'avoir à la fois un contrôle solaire en été et une non-déperdition de chaleur en hiver, par le fait que la chaleur ne passera pas par la fenêtre. Voilà. Alors, un point très très important, sur lequel j'ai beaucoup insisté quand je m'occupais de ça, c'est que le monde du bâtiment est un monde absolument fantastique. C'est que c'est un monde qui fait beaucoup de calculs, qui fait beaucoup de modèles, mais qui ne mesure rien. Donc, on passe son temps à construire des bâtiments où on a fait le calcul de ce qu'il devrait faire au point de vue performance, acoustique, lumineuse, énergétique, mais à la fin, quand on a fini de construire le bâtiment, on ne mesure rien. Alors, ça m'a beaucoup préoccupé, donc j'ai lancé des programmes pour essayer de faire des mesures, et donc on a mis au point un système de mesure de l'efficacité énergétique des bâtiments, avec comme contrainte de se dire, est-ce qu'on est capable de mesurer ça en quelques heures? C'est-à-dire que, évidemment, on peut toujours à la fin de l'année faire le bilan de ce qu'on a consommé et ce qu'on a produit, ça pose un certain nombre de problèmes, dont le fait que les bâtiments sont habités, et donc il y a un mélange entre la performance intrinsèque du bâtiment et son utilisation. Hein, si vous avez un chauffage et que vous ouvrez en hiver les fenêtres toute la journée, il est sûr que vous consommez un peu plus d'énergie, même si votre bâtiment est bien isolé. Alors, on a fait une méthode. Alors, vous voyez que le principe est assez simple. Une maison c'est une boîte, ou un bâtiment, c'est une boîte. Et puis, vous perdez par les fenêtres, par le sol, par le toit, vous perdez de l'énergie par les fenêtres, etc. Et donc, le principe de la méthode... Alors, le problème, c'est que très souvent, enfin, ça, le monde du bâtiment s'en est aperçu, c'est qu'entre ce qu'ils ont calculé et les réalités de ce qui se consomme, il y a des écarts assez grands, et on ne sait pas très bien pourquoi, parce qu'on ne mesure pas la réalité, si c'est dû à la performance du bâtiment qui n'est pas bonne, ou à son utilisation. Donc, l'idée, c'était d'avoir un test en... Alors, moi, je suis physicien de formation, enfin, chimiste et physicien, mais le principe de base, c'était... de faire ce qu'on appelle des méthodes de perturbation. Alors, juste encore deux, trois mots de science. En fait, un bâtiment, c'est un circuit RC. Alors, pour ceux qui connaissent un peu l'électricité, c'est-à-dire que vous avez une partie qui est stockée c'est la partie capacité dans les murs. C'est-à-dire quand vous chauffez, vous prenez un bâtiment froid et que vous le chauffez, une partie de l'énergie que vous amenez permet de chauffer les murs qui sont froids. Ça, c'est la partie capacité. Et puis, la partie résistance, c'est l'autre partie d'énergie qu'il faut que vous apportiez, c'est pour compenser les fuites. Donc un bâtiment, il faut chauffer ses murs quand il est froid, et puis il faut compenser les fuites qui passent à travers les fenêtres, etc. Donc c'est comme un circuit RC, et le point important d'un circuit RC, c'est qu'un circuit RC, il a un temps caractéristique. C'est-à-dire que le temps qui se met à l'équilibre. Ça définit un temps caractéristique. Et le problème du temps caractéristique d'un bâtiment, c'est de l'ordre de plusieurs jours. Et comme les températures changent du jour et de la nuit, en fait, un bâtiment, il n'est jamais en équilibre stationnaire. Il passe son temps à être refroidi et chauffé à l'extérieur, et comme il a un temps caractéristique de plusieurs jours, il est toujours hors d'équilibre. Alors, quand vous avez un problème comme ça en physique, c'est-à-dire que vous voulez mesurer les constantes à l'équilibre d'un système qui est hors d'équilibre, vous faites ce qu'on appelle une méthode de perturbation. Les chimistes connaissent très très bien ça, puisque c'est la base de la cinétique chimique et de tas d'autres choses. Et vous faites des méthodes de perturbation, c'est-à-dire que vous envoyez un coup violemment, et puis vous regardez comment ça relaxe, et puis entre comment ça monte et comment ça relaxe, vous en tirez les constantes thermodynamiques de base. Voilà, j'ai fini cette partie scientifique. Donc j'ai fait ça avec des collègues de Saint-Gobain. Et je l'ai fait ça sur ma maison, j'ai commencé à faire ça sur ma maison. Alors je suis parti en vacances, alors comme je partais en vacances et que c'était en hiver, c'est plus pratique, j'ai coupé le chauffage. Donc la famille était d'accord pour que je coupe le chauffage, donc j'ai coupé le chauffage ici. Je suis parti en vacances, donc ça c'est la température extérieure.
Voilà, le jour, la nuit. Bon, manque de bol, c'était le jour de l'année où il y a eu la grande tempête. Donc, vous voyez ici, la nuit s'est montée et alors qu'on est en plein hiver, c'est resté très chaud pendant la nuit parce que c'était l'arrivée de la tempête qui venait de l'ouest. Voilà. Enfin, toujours est-il que j'ai regardé, donc ma maison, elle a baissé en température, elle était autour de 21, elle est tombée à 14, et quand je suis revenu, j'ai remis le chauffage, poum, et puis il y a des oscillations autour de la température d'équilibre. Bon, voilà. Donc ça, ici, vous avez dans différentes pièces les mesures de la température de la maison, et puis ici, vous avez la mesure de température d'extérieur. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, bon, ça, je vous l'ai expliqué, ce qui est intéressant, c'est, vous voyez, je suis capable, c'est quasiment linéaire, la perte de température, et puis la montée, elle est quasiment linéaire. Alors ça, c'est très bien, parce que la théorie vous dit que ça doit être linéaire au premier ordre. C'est des exponentielles, en fait, mais l'exponentielle au temps court, ça donne des comportements linéaires. Donc, vous voyez, vous coupez le chauffage, vous mesurez pendant la descente, vous mesurez pendant la montée, et vous avez les deux constantes qui correspondent à ça. Alors après, on a fait les choses mieux que dans ma maison. On est allé en Angleterre, où ils avaient une maison, ils ont construit une maison anglaise, dans un énorme hangar où on peut chauffer, faire ce qu'on veut au niveau de température, on peut même faire pleuvoir. Enfin, ils ont mis des conditions extérieures contrôlées à l'intérieur de la maison. Ils ont construit une maison typique, ça s'appelle une terrace house anglaise, à l'intérieur du système. Et là, alors comme évidemment c'est des ingénieurs, ils se sentent obligés de... Moi j'avais trois thermomètres pour faire mes manips, enfin eux ils se sont sentis obligés d'équiper un peu la maison un peu mieux, et voilà, donc ils ont tiré des tas de choses intéressantes, mais bon, en fait, ça peut se faire avec 2 thermomètres, hein, ça suffit. Un à l'extérieur, un à l'intérieur, mais bon, il faut être sérieux, donc c'est des ingénieurs, voilà. Alors vous voyez, ici, c'est la température intérieure, et ça c'est la température extérieure, vous voyez, vous réglez complètement. Alors du coup, vous pouvez vraiment mettre ça sur plusieurs jours, donc vous pouvez vraiment mettre votre maison à l'équilibre stationnaire. Donc vous pouvez faire des choses simples. Voilà. Et puis là, c'est évidemment l'énergie qu'il vous faut. Alors au début, vous chauffez le matériau, vous chauffez les matériaux, donc il faut plus d'énergie, puis au fur et à mesure que vous les chauffez, il vous en faut moins en moins d'énergie. À un moment, vous êtes à l'état stationnaire. Ça, c'est la quantité d'énergie qu'il vous faut pour maintenir cette différence de température. Voilà, donc là, vous êtes dans des choses parfaitement contrôlées. Alors, ils ont fait des manips très bien, mais vous voyez, maintenant, on est sur des heures. En 2 heures, ça monte, et là, vous montez en 2 heures, et vous coupez en 2 heures. Et donc, c'est des manips qui peuvent se faire maintenant en quelques heures, et qui vous permettent de mesurer. Voilà. Alors, quelques autres points pour isoler. Là, je vous ai essentiellement parlé d'isolant passif. Je vais vous parler un peu d'isolant actif. Alors, vous avez un phénomène fantastique qui s'appelle la transition de phase. Alors, exemple typique, l'eau, que vous connaissez bien, elle passe de l'état solide en dessous de 0, l'état liquide entre 0 et 100 degrés, et puis l'état vapeur, sous pression atmosphérique, au-dessus de 100 degrés. Donc vous avez 2 transitions de phase, solide-liquide, liquide-gaz. Alors ce qui est fantastique avec une transition de phase, c'est que l'énergie que vous amenez quand vous chauffez un matériau et qu'il passe de solide à liquide ou de liquide à gazeux, une partie sert à chauffer le matériau, bien sûr, et donc lui faire changer sa température, mais l'autre, au moment de la transition de phase, elle est stockée dans la transition de phase. C'est-à-dire que vous allez stocker une partie de l'énergie que vous amenez quand vous allez passer du solide au liquide. Ce qui est fantastique, c'est que c'est réversible. Donc quand vous allez passer du liquide au solide, cette chaleur qui a été stockée, donc cette énergie qui a été stockée, elle vous est restituée. C'est pour ça qu'il faut amener constamment de l'énergie à un frigidaire ou un réfrigérateur, même bien isolé, parce que un congélateur, quand vous allez transformer votre liquide eau en liquide glace, il va falloir lui amener de l'énergie, mais qui va être restituée dans l'autre sens. Alors, ça, c'est fantastique parce que ça vous encapsulez des matériaux à transition de phase à l'intérieur d'autres matériaux, et vous avez des murs qui sont capables de stocker l'énergie. Alors typiquement, une application possible, hein, imaginez-vous, pendant l'hiver, en été, il y a du soleil, mais en hiver, il y a du soleil, bien que ce soit froid. Pendant la journée, l'apport du soleil va faire fondre ce matériau, mais comme il est dans des petites capsules, vous voyez, ces petites capsules, il va fondre localement et va stocker cette énergie. Et puis, pendant la nuit où il fait froid, il va se passer à l'état solide et vous restituer cette énergie. Donc vous aurez moins besoin de chauffer, les murs vont quelque part chauffer la maison à l'intérieur pendant la nuit, bien qu'il fasse froid à l'extérieur. Donc ça permet de stocker une partie de l'énergie et de décaler, en particulier dans des transformations jour-nuit, de décaler et de diminuer la quantité de chauffage nécessaire. Voilà. Alors, vous avez aussi des vitrages actifs, hein. Là aussi. Alors, l'idée, c'est que dans les pays plutôt où il fait chaud, vous allez pouvoir
colorer, entre guillemets, votre vitrage et faire qu'il y ait moins d'apport solaire à l'intérieur de votre... Là, ce sont des bureaux en Espagne. Vous allez moins d'apport soleil, donc vous économisez sur la climatisation, sur l'énergie qu'il vous faut pour refroidir vos bureaux ou votre appartement en faisant un vitrage opaque plutôt que transparent. Voilà. Voilà, vous avez ici un exemple en Australie de ce vitrage électrochromique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'en fait ce vitrage électrochromique? Là aussi, un tout petit peu de science. Ben, c'est une pile. C'est une pile, vous avez, là c'est le tungstène, vous avez un métal qui change de degré d'oxydation. Dans un degré d'oxydation, il est transparent. Dans l'autre degré d'oxydation, il est coloré. Et donc, vous allez charger ou décharger votre pile à l'intérieur de votre vitrage. Donc, le vitrage, c'est deux morceaux de verre. Et entre les deux, vous allez fabriquer cette pile qui va être possible de le charger et de la décharger en fonction de votre besoin ou pas de couleur de votre vitrage. Voilà, c'est typiquement comment ça va. Alors, quelques autres technologies, il y en a une très ancienne qui est très agréable, c'est d'utiliser l'inertie du sol. Vous savez que le sol, en dessous d'un mètre, 2 mètres, la température est plus basse en été et plus haute en hiver. Elle est de l'ordre de, disons, entre 10 et 15 degrés de façon presque constante si vous descendez assez bas dans le sol. Donc l'idée, c'est de faire des échangeurs thermiques. Par exemple, ici, en été, donc ça s'appelle le puits provençal, dans le cas de la France. En été, vous prenez de l'air qui est chaud ici, vous le faites transiter par le sol assez bas, il va diminuer de quelques degrés, et vous allez renvoyer de l'air frais à l'intérieur de la maison. Donc ici, il va être pris à 30 degrés, disons, et vous allez le renvoyer autour de 15 degrés, entre 15 et 20 degrés, et vous allez climatiser de façon non énergétique votre maison en utilisant l'énergie du sol. Voilà, alors vous avez aussi la même chose en hiver, c'est l'inverse. En hiver, vous allez prendre de l'air qui est froid, vous allez le réchauffer par échange thermique à l'intérieur du sol et l'amener dans la maison. Alors, il y a aussi un phénomène assez intéressant. Alors, vous voyez qu'ici, c'est un des problèmes auxquels les architectes s'attaquent. Nous sommes ici dans un amphithéâtre qui est merveilleux. Dehors, il fait jour. Enfin, pour ceux qui sont arrivés assez récemment, il fait encore jour dehors, même si les cours sont assez longs. Et pourtant, voilà, il y a de l'éclairage électrique partout. On est obligé de dépenser de l'électricité pour éclairer ce bâtiment. Alors, l'idée, c'est quand même, c'est un peu stupide. Est-ce qu'on ne serait pas capable de prendre de la lumière du jour qui est à l'extérieur, de l'amener dans l'amphithéâtre et d'éviter d'avoir des lumières électriques? Alors, ça a deux avantages. C'est que d'abord, ça fait économiser de l'électricité. Et puis, deuxième, vous savez que le corps est habitué à la lumière du jour parce que nous nous sommes développés à une époque où il n'y avait pas d'électricité, et donc nous sommes beaucoup plus confortables avec la lumière du jour naturelle que de la lumière électrique, qui est un peu plus artificielle. Voilà. Donc l'idée, c'est des systèmes qui permettent de récupérer la lumière et de l'en renvoyer dans différents plans du bâtiment. Alors ça se fait dans des bâtiments simples, c'est pour éclairer le fond des pièces, par des réflexions de la lumière, mais ici, ça peut se faire avec des systèmes, je crois que je le montre ici. Bon, ça, c'est le système classique où vous allez, par une combinaison de sol et tout, éclairer le fond d'une pièce, mais vous avez des systèmes ici un peu plus sophistiqués, où vous prenez la lumière ici, et avec des fibres optiques, vous la transmettez dans des salles noires ou sans fenêtre, uniquement par des réseaux de fibres optiques. Voilà, c'est typiquement, alors je crois que c'est une start-up qui avait fait ça, vous récupérez la lumière sur le toit et vous allez éclairer avec ce système-là des pièces sombres. Voilà. Alors, j'ai à peu près terminé la partie rapide sur l'habitat du futur, et je vais maintenant faire le lien avec l'habitat du passé. Alors, je vous ai parlé de ces maisons, qui sont des maisons troglodytes. Alors, vous voyez bien qu'elles utilisent un des principes que je vous ai décrit tout à l'heure, c'est évidemment les maisons troglodytes, c'est équivalent à utiliser l'inertie du sol, c'est-à-dire que ce sont des maisons où les caves, où les maisons étaient construites à l'intérieur de la paroi dans une montagne, et ce qui fait que, grosso modo, il fait toujours entre 12 et 14 degrés à l'intérieur des caves, alors que dehors, c'était des endroits très continentaux où il fait 40 degrés en été et moins 20 ou moins 30 en hiver. Il vaut mieux vivre dans un environnement constant à 14 degrés, même si ce n'est pas très chaud, que de passer de 40 degrés à moins 30 ou moins 20. C'est pour ça que nos habitants, nos ancêtres, ont bien compris qu'il valait mieux vivre dans une cave. Alors ça permettait aussi de se protéger, mais aussi c'était, entre guillemets, plus confortable que de vivre à l'extérieur. Voilà, alors ça c'est un exemple de maison troglodyte un peu spéciale, mais il faut trouver les cailloux pour la construire. Ce n'est pas forcément évident. Voilà. Voilà. Et puis ça, c'est en Suisse, un architecte suisse qui a construit des maisons troglodytes modernes. Vous voyez qu'il faut un peu d'imagination, mais ça marche quand même.
Voilà. Alors, les matériaux à changement de phase, bah, c'est utilisé. C'est utilisé depuis très longtemps par non seulement nos ancêtres, mais aussi dans le cas présent en Afrique, où il y a encore des habitats de sens. Alors l'idée, c'est très simple. Vous avez des bâtiments en argile, donc en terre crue. Pendant la nuit, vous avez une condensation de l'eau, l'équivalent de la rosée, qui remplit l'argile, et l'argile est hygroscopique, donc l'eau se met dans l'argile. Et puis, en été, enfin le matin, quand il y a du soleil qui arrive, eh bien, cette eau s'évapore, et comme vous passez de l'état liquide à l'état gazeux, ça consomme de l'énergie et maintient du frais à l'intérieur du bâtiment. C'est utilisé dans tous les pays où il fait chaud. La version africaine avec l'argile est intéressante, mais arroser des bâtiments en été pour que l'intérieur soit plus frais est absolument classique. C'est aussi l'utilisation de l'eau sous forme de fontaine dans beaucoup de pays où il fait chaud. Donc c'est équivalent à des matériaux à transition de phase. Là, on utilise le passage de l'eau liquide à l'eau gazeuse et on stocke, entre guillemets, on consomme cette énergie lors de périodes de chaleur. Voilà, donc ça, c'est des bâtiments en terre crue modernes. Voilà, alors l'igloo. Alors l'igloo, c'est mon préféré, vous allez voir pourquoi. D'abord parce que, mettez-vous à la place d'un Inuit ou d'un Esquimau, perdu dans un endroit où il n'y a rien, il faut quand même avoir de l'imagination pour construire un habitat où vous pouvez habiter. Alors la première des choses, c'est qu'il faut construire d'abord un habitat que vous isolez. Et coup de bol, ils ont un matériau fantastique pour isoler un bâtiment, c'est la neige. Matériau poreux, léger, ce n'est pas de la glace, c'est de la neige avec laquelle vous allez construire votre bâtiment. Donc vous commencez par isoler, et vous le faites avec un bâtiment semi-sphérique, qui est l'igloo. Alors, voilà, vous construisez votre igloo avec de la neige, c'est super. Alors, c'est un film de Flaherty qui a plus de 100 ans. C'est un ethnologue américain qui est allé vivre avec les Inuits pendant plusieurs années et qui a fait un petit film. Alors ça, c'est la construction de l'igloo. Ah, ça y est. Et évidemment, alors on va reprendre, j'espère que ça va marcher, parce que c'est la partie sympathique de ma présentation. Non pas que le reste ne soit pas sympathique, mais... Alors on va essayer de récupérer le voilà... Ouverture récent. Bon, je réessaye, en espérant que ça marche. Sinon, j'irai directement passer les petits films. Je les ai en... Alors, hop. C'est un peu plus loin. Voilà. C'est parti. Voilà. Donc, il a filmé ce que faisaient les Esquimaux. Donc là, c'est la construction de l'igloo. Donc, vous voyez les blocs de neige. Alors, il y a un Inuit qui est à l'intérieur, les femmes qui travaillent à l'extérieur, hein, avec les bébés d'ailleurs qui participent. Vous allez voir qu'ils sont... Voilà. Et l'idée, c'est d'assembler les blocs de neige. Voilà, les bébés participent à leur façon. Et puis, à la fin, il faut mettre la voûte, hein, le dernier morceau. Et vous avez, évidemment, le constructeur, il est à l'intérieur. Il est à l'intérieur de la demi-sphère. Et donc, il faut qu'il sorte. Alors, vous allez voir qu'il va trouver une façon de sortir. Il va tout simplement ouvrir une porte. Voilà, il ouvre la porte. Aïe, 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 c'est reparti. Bon, alors attendez, je vais faire autre chose. Ça va prendre 2 secondes, mais je vais carrément vous passer les petits films parce que je vois. Alors j'espère que ça va se projeter. Alors. Oui, mais je sais. J'espère que je les ai divisés. Ah oui, c'est ça. Alors la construction. Voilà, je voulais passer directement. Je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas passer à l'intérieur. Ah, est-ce qu'on peut projeter mon écran ou pas? Je demande parce que moi, je le vois sur mon écran, mais je ne le vois pas sur le... Il n'y a plus personne qui est sous contrôle. Bon, alors c'est super. Donc ça, moi, je le vois très bien, mais ça ne vous sert à rien. Tu vas chercher, si on peut... je peux réessayer encore une fois, mais je vois que ça... Parce que j'ai les petits films, mais malheureusement, ils ne passent pas à l'écran. Donc je vais reprendre... Alors c'est bête parce que j'en ai plusieurs, vous allez voir que c'est fantastique l'imagination des Inuits pour un habitat qui est évidemment de... Bon, on va passer celle-là, je vais passer la suivante en espérant que ça aille mieux. Alors la suivante, c'est... donc je vais lancer. C'est... quelle est la sensation de confort qu'on a à l'intérieur d'un igloo? Alors, ça va m'aider. Alors, est-ce qu'on peut projeter directement les petits films que j'ai? Alors, je vais dans la pomme.
Je vais dans les préférences système. Vous saurez tout comment faire maintenant. Voilà, moniteur. Alors, moniteur, c'est plus compliqué. Il est moniteur. Moniteur. Et là, il faut cocher. Alors, celui-là, je ne connais pas. Ah. Allez-y, réglage d'affichage. On va y arriver. Écran principal. Affichage étendu. Recopie. Recopie. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous allez voir? Ah ben voilà, vous voyez mon écran. Alors maintenant, je... Non, ça, c'est pas ça, c'est pas bon, ça. Vous regardez pas. Vous allez voir. Alors, je reprends ça et je reprends... Bon, je ne vous repasse pas la construction. Il est content d'avoir ouvert la porte. Voilà. Alors, la question, c'est quelle impression de température on a à l'intérieur d'un igloo quand il fait moins 40 avec le blizzard derrière? Qui est-ce qui est déjà allé dans un vrai igloo? Alors, c'est marrant parce que quand je pose la question en Suède, j'ai plein de mains qui se lèvent. Et quand je pose la question en Inde, j'ai personne. Donc là, il y a une personne. Alors, quelle était l'impression de température que vous aviez à l'intérieur de l'igloo? L'ordre de grandeur? Ah, c'est plus que 0 degré, l'impression qu'on a. Bon, alors vous allez voir. Voilà, vous n'avez pas froid, mais 0 degré, vous avez froid. Enfin, moi, j'ai froid, en tout cas. Voilà. Donc là, vous avez le coucher. Et vous voyez que les Inuits, ils dorment tout nus. Et donc, s'il faisait 0 degré, même s'ils sont sous des couvertures en peau, ils auraient froid. Donc, en fait, l'impression de confort, il est plus important. Et c'est qu'une impression, parce que sinon, effectivement, le rationnel... Voilà, dehors, il fait vraiment froid. Et puis, vous avez la toilette. Alors ça, c'est très bien. C'est la toilette du bébé. Alors, vous voyez la toilette du bébé, vous sortez le bébé du sac le matin, et donc il est tout nu. Donc, s'il faisait 0 degré, il aurait vraiment froid. Donc, il fait un peu plus que 0 degré. En fait, il fait de l'ordre de 10-12 degrés à l'intérieur d'un igloo. Voilà. Alors, ce qui est très bien, c'est la méthode qu'il y a de ce qu'on appelle la toilette d'Esquimau. Vous allez voir pourquoi. La maman prend un gant, ce qui est un morceau de peau. Voilà, elle prend le pot. Voilà. Elle crache dedans et elle nettoie le bébé avec. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle une toilette d'Esquimau. Voilà. Et donc, j'arrête ça. Et alors, vous avez le truc, alors, fantastique, mais je vais m'arrêter là après, comme ça, c'est cette partie-là. Donc là, ce monsieur, il est allé chercher un morceau de glace du lac gelé. Donc ça, c'est pas de la neige, c'est de la glace. Donc c'est un peu transparent. Et ensuite, vous voyez, il ouvre, à l'intérieur de l'igloo, il ouvre une fenêtre qui a la forme de la glace qu'il a coupée. Voilà, il ôte le morceau d'isolant, donc le morceau de neige qui a exactement la même forme que la glace, en ayant pris les mesures. Voilà, donc il y a un bon morceau à ôter. Vous voyez qu'il a un couteau en os, bien sûr, puisqu'ils n'ont que le matériel qui se procure localement. Il met à la place le morceau de glace pour faire rentrer, vous voyez, le trou. Il met un morceau de glace pour faire une fenêtre. Voilà, et vous allez voir, il prend soin de bien isoler, de bien faire les joints autour de la glace et de la fenêtre, voilà, donc de façon à fabriquer une fenêtre pour l'igloo, pour avoir de la lumière à l'intérieur. Mais vous allez voir que ce n'est pas suffisant, il fait même quelque chose de fantastique, il va aller chercher, donc là il finit, il fait le joint, donc ça prend un peu de temps, mettez-vous à sa place, bon, enfin il va quand même assez vite. Alors le Flaherty, il a fait jouer les Inuits, c'est des scènes reconstituées de ce qu'ils font, pour que ça apparaisse à peu près. Voilà, donc il a fini, il nettoie sa vitre, et il a de la lumière. Et là il va chercher un morceau de neige, vous allez voir, il le met au bord de la glace, il regarde où est le soleil, et il fait exactement ce que je vous ai dit, du daylighting, c'est-à-dire qu'il récupère de la lumière qui va être réfléchie à l'intérieur pour éclairer un peu plus l'igloo. Donc vous voyez que tout ce que je vous ai décrit, en fait, on l'avait inventé avant, sans forcément en comprendre les raisons physiques. Voilà. Merci beaucoup de votre attention, et maintenant j'ai compris qu'on avait un peu de...